Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique du sol. Donc une vidéo un peu actu ce matin et qui va aussi permettre d'illustrer la précédente vidéo et notamment la conclusion sur l'importance de la circulation de l'eau et de l'air dans les sols pour son bon fonctionnement d'une part, euh, pour la bonne production des plantes d'autre part et pour éviter un certain nombre de désagréments notamment de ruissellement et d'érosion d'autre part. Et donc on va aller refaire un petit tour sur le terrain là, ce matin de bonne heure et de bonne humeur pour voir un petit peu tout ça. Alors si ça vous intéresse, eh ben, suivez-moi. Alors déjà, on va mettre les équipements adéquats pour aller dans les parcelles agricoles. Donc me voilà équipé de mes bottes. Vous allez comprendre pourquoi. On a eu un petit épisode orageux là, qui est passé là, sur le département il y a 2 jours, avec bien évidemment des précipitations disparates, mais avec des endroits où il y a eu des belles petites quantités d'eau. Donc là, je suis sur un secteur dans une commune où il y a tombé a priori 25 mm en 30 minutes. Donc c'est des précipitations déjà assez soutenues. C'est que 25 mm, c'est pas non plus normalement catastrophique. Ceci dit, un certain nombre d'impacts qu'on va découvrir ensemble dans les champs, sur les chemins et dans les cours d'eau. Et ben on va voir ça ensemble. Voilà, je vous laisse découvrir le résultat d'un orage de 25 mm en 30 minutes. Donc là on est sur un chemin. Et là ici il y a un fossé. La terre a traversé le fossé. La terre a ensuite, et l'eau a traversé une prairie. Qui plus est, pratiquement pas fauchée avec des grandes herbes. Donc on a des capacités de rétention importantes. Et en contrebas, au niveau de la ligne d'horizon qui est ici, se trouve un cours d'eau. Et donc ça veut dire que la coulée a fini sa course dans les ruisseaux. Donc si vous vous souvenez sur les précédentes vidéos, je faisais souvent allusion au fait que ce qui se passe dans les sols, si on respecte un certain nombre de fondamentaux, permet de limiter ces problématiques de ruissellement et d'érosion des sols et que ça minimise les impacts sur le milieu naturel. Donc là, voilà, on est dans le parfait exemple, malheureusement, de ce qu'il faut bien évidemment éviter de faire. Donc on va aller voir un peu ensemble les raisons de cette situation. Donc encore une fois, c'est un exemple. Je ne suis pas là pour blâmer l'agriculteur en question. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est. Le problème, c'est que voilà, ce genre de choses devient malheureusement de plus en plus fréquente, et alors que ça ne devrait pas être le cas, il est grand temps qu'on change de technique pour atténuer, voire arrêter ce genre de situation qui n'est bon pour personne. Hein. C'est pas bon pour l'environnement, bien évidemment. C'est pas bon pour l'agriculteur, c'est pas bon pour les productions, puisque là, en regardant rapidement la parcelle, je pense que malheureusement, le champ de colza est fortement entamé. Donc c'est un semis qui a eu lieu certainement il y a quelques jours, parce que je vois que le colza n'est pas forcément développé. Mais voilà, probablement que la culture est pour grande partie détruite. Donc on va essayer de connaître les raisons de cette situation. Donc c'est une parcelle qui a été labourée. Hein. On voit les fers de charrue là, qui sont en bordure du talus. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, ça a servi aussi au passage de l'eau par endroits. Là, on voit parfaitement l'arrêt de charrue.
Et donc là, on voit les conséquences de l'orage, hein, donc malgré tout assez violent, hein, on est tout à fait d'accord avec ça. 25 mm en une demi-heure, c'est assez conséquent. On voit du ruissellement et de l'érosion diffus, donc généralisé sur toute la parcelle. Donc, alors que c'est une parcelle, c'est plutôt un argilo-calcaire, donc normalement c'est des parcelles qui se tiennent relativement bien, donc c'est bien du colza qui a été implanté. Donc qui ont normalement des capacités à se tenir relativement bien. Bon, malheureusement, l'affinement excessif de surface a largement contribué à ce que toute la partie préparée par la herse rotative est partie, hein. On voit bien que tout a été décapé, hein. C'est tout l'horizon travaillé qui a été décapé. Là on voit bien la petite démarque là où la terre est restée. Voilà, c'est l'horizon préparé par la herse rotative, le reste est parti. Donc les graines sont parties en bas sur le chemin puis dans le cours d'eau. Bon, voilà, c'est une perte forcément importante. Donc bien avoir à l'esprit, encore une fois, que le sol doit avoir un fonctionnement vertical, que tout ce qui est fait contre nature, qui est fait avec des outils animés, qui tournent très vite et qui cassent en fait toutes les liaisons naturelles du sol, son complexe argilo-humique, qui casse les liaisons qui sont faites par les champignons, par les mycéliums de champignons, qui sont faites par les mucus des bactéries qui sont rejetées, qui permettent de faire des cols entre les différents minéraux. Donc à partir du moment où on casse tout ça, on expose le sol aux phénomènes climatiques. C'est des choses qu'on n'avait pas avant, mais il va falloir s'habituer à ça et donc il va falloir changer. Alors après, je sais qu'il y a des détracteurs qui me diront oui, mais il y a des gens qui labourent, qui utilisent des herses rotatives et qui n'ont pas ce genre de problème. Alors c'est vrai. Après, il faut aussi analyser la situation. Ces personnes-là, j'en connais, effectivement, ils utilisent le labour régulièrement, voire même tous les ans, l'herse rotative, uniquement à l'automne. Mais ils ont un bilan humique qui est excédentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas sorti une paille des parcelles depuis 60 ans, qui continuent à faire des apports malgré tout organiques aussi, complémentaires, et qui surtout font les apports calciques pour respecter tous ces équilibres du sol. Donc une fois qu'on a fait ce bilan-là, il y a des explications au fait que dans certaines situations, il y a peu ou pas de problème, même si on utilise de la charrue ou de l'herse rotative. Sauf que ce genre de cas, c'est vraiment pas une généralité. On est plutôt aujourd'hui dans des parcelles où on enlève beaucoup de paille. On ramène des fumiers, mais pas forcément régulièrement. Donc le sol se retrouve en déficit 2 ou 3 années de suite, sans résidus de culture. Donc pas de résidus de culture, pas de nourriture pour la vie du sol. Pas de nourriture pour la vie du sol, et pas de circulation d'eau, pas de circulation d'air. Donc c'est quand même relativement simple, sauf qu'il faut bien l'avoir à l'esprit et il faut essayer de s'astreindre à travailler autrement, à faire des apports de fumier, je dirais, plus réguliers et qu'on ne crée pas un déficit humique 3 années sur 4. Et donc il faut arriver aujourd'hui à travailler autrement si on ne veut plus être confronté à ce genre de problème. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a interpellé. Moi c'est sûr que ça me rend un peu malade, hein, ça me fait une boule au ventre, hein, parce que j'ai aussi travaillé sur les cours d'eau, je travaille toujours sur les cours d'eau, donc on essaye de restaurer ces milieux-là. Je vous avouerai que quand il y a ce genre de phénomène-là, on peut mettre de l'argent public dans les cours d'eau pour essayer de les restaurer. Ils sont vite fait d'être inhibés parce que un cours d'eau qui reçoit des quantités de terre pareilles, pour imaginer un petit peu ça de ce qui se passe dans le ruisseau, c'est, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de poncer une pièce avant de la peindre, et vous fermez toutes les portes, toutes les fenêtres et vous restez dedans et vous verrez ce que ça va vous faire. Sachant que les poissons et la vie du sol, elle, n'a pas d'échappatoire, donc ils sont obligés de subir. Donc on a des pertes importantes, les cours d'eau se colmatent, et donc ça a des répercussions négatives sur la qualité de l'eau, sur la qualité des milieux. Donc encore une fois, tout le monde est perdant. Voilà. Écoutez, j'espère faire une prochaine vidéo avec des choses un petit peu plus positives à vous montrer. Mais ça me paraissait important d'illustrer un petit peu nos propos et nos alertes, d'attirer votre attention là-dessus, et que malheureusement, concrètement, si on ne respecte pas un certain nombre de bases agronomiques, on s'expose à des problèmes assez importants. Donc j'ai pas résisté à la tentation d'aller voir un petit peu sur le cours d'eau
qui s'était passé, donc je vais vous partager ça. Donc ça a traversé une petite prairie non fauchée à vue de nez qui doit faire une trentaine de mètres de large. Donc une grosse partie quand même est restée dans la bande enherbée. Je vais vous montrer ça. Donc dans la bande enherbée, enfin c'est des herbes très hautes, hein, donc ça a vraiment une capacité à arrêter les choses. Donc c'est un petit peu des réflexions aussi qu'on peut avoir par rapport à des fois des aménagements dans des bassins versants, parce que malheureusement on a ce genre de problème un petit peu partout. Donc vous voyez la coulée, je vous montre ça, la coulée est arrivée donc de la parcelle au dessus et puis c'est progressivement arrêté au bout d'une vingtaine de mètres dans les hautes herbes. Voilà. Alors ceci dit, le mal a été fait, hein, donc ça c'est simplement pour illustrer le fait que des fois les aménagements permettent, ce n'est qu'un pansement, mais ça permet d'atténuer la problématique, sachant que le problème de base reste quand même la partie agronomique dans les champs. Voilà. Ça me permet aussi de rebondir sur le fait que le retrait de l'élevage dans nos régions, là le département des Ardennes en l'occurrence, ça a aussi ces conséquences-là, hein. On a un certain nombre de terres, de prairies qui sont converties aujourd'hui en culture. C'était en élevage avant, en élevage à l'herbe. Alors il y a des détracteurs, bon nombre de détracteurs qui nous disent que le réchauffement climatique est lié à l'élevage bovin. Moi je suis désolé, hein, dans notre département, l'élevage bovin c'est à l'herbe 8 mois sur 12 dehors, hein, dans des prairies naturelles, avec des haies, hein, j'en ai derrière moi, des belles haies, des ripisylves, hein, et donc avec un bilan carbone qui est somme toute positif. Alors certes les animaux dégagent du méthane, mais enfin les prairies stockent du carbone. Et puis si on prend une approche un petit peu plus globale par rapport à ces enjeux-là d'inondation, de ruissellement, de coulée de boue, des prairies ont quand même des capacités d'infiltration extrêmement importantes. Donc si on mesure un peu ou on compare l'impact des protéines d'origine végétale pour la nourriture humaine et puis des protéines d'origine animale, exemple de l'élevage bovin à l'herbe, je ne suis pas certain que l'impact au niveau de l'environnement soit plus important chez les bovins. Je suis même persuadé du contraire, pour la simple et bonne raison qu'il y a une quarantaine d'années dans les cours d'eau ici Ardennais ou même dans l'Aisne, hein, j'ai aussi des collègues qui travaillent sur les cours d'eau dans l'Aisne, ils peuvent aussi en témoigner. On avait des cours d'eau en très bon état, on avait des écrevisses à pied blanc, notamment sur les têtes de bassin, etc. Voilà, avec la pression qui est mise sur l'élevage et certainement le manque de rémunération, ces milieux-là ont été fortement impactés. Donc voilà aussi les conséquences de certaines décisions qui n'ont pas de sens. Et on en paye les impacts aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu les conséquences sur le cours d'eau. Donc voilà, la prairie a filtré une grosse partie des matériaux. Et par contre, les éléments les plus fins ont quand même passé à travers. Donc ces éléments fins ici, voilà, ça, c'est tout doux. C'est doux. C'est de l'argile. Donc élément constitutif du sol primordial, hein, complexe argilo-humique. C'est ce qui fixe tous les éléments nutritifs du sol, etc., etc. Donc quand on perd de l'argile, on perd de la fertilité du sol. Et donc c'est assez collant, hein. Vous voyez bien au niveau de mes doigts comment que ça colle. Donc imaginez que quand ça finit dans le cours d'eau, donc là vous en avez un petit peu partout, tout le long, hein, sur la longueur de la bande enherbée qui en a quand même filtré une grande quantité. Et puis une fois que ça finit dans le cours d'eau, vous voyez le cours d'eau il a une petite couleur brune là. Voilà, donc la petite couleur brune, ce sont les petites particules aussi d'argile qui sont déposées aussi dans le cours d'eau. Voilà, ça forme ce qu'on appelle aussi un bioderme. Donc il y a aussi des bactéries, des champignons qui se fixent dessus, qui vont filtrer, mais qui vont aussi contribuer à étouffer le milieu. Donc il suffit de faire ça, hein, vous voyez, hop, je fais ça, vous voyez ce qui se passe. Voilà, l'eau se trouble. Tout ça, ce sont des particules d'argile qui colmatent le fond du cours d'eau et qui impactent le cours d'eau. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'aurais préféré vous montrer autre chose, mais je pense que c'était important aussi de conclure là-dessus. On ne prend pas souvent le temps d'aller voir un peu ce qui se passe sur le milieu qui reçoit
qui reçoit ça. Alors, il y a des fois, moindre mal, je dirais, c'est le cours d'eau, ça a ses impacts, mais parfois c'est des habitations qui sont en bas, donc forcément les conséquences sont tout autres. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu aussi interpellé. J'espère voir ça de moins en moins. J'espère que les techniques agricoles vont évoluer, que notre modeste contribution permettra d'accompagner les agriculteurs dans ce changement. Parce que je pense qu'il est vital pour tout le monde et voilà, ce genre d'événement doit interpeller et amener du changement. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.